Bienvenue dans ce livre audio captivant intitulé « Une volonté de faire », écrit par l'inspirant Horizon Sweat Marden. Dans ces pages, Marden explore les profondeurs de la détermination humaine et nous guide à travers un voyage introspectif vers le développement personnel. Une volonté de faire n'est pas seulement un livre, c'est une source de motivation, un guide pour surmonter les obstacles, et une ressource pour libérer le potentiel qui sommeille en vous. Marden partage des idées intemporelles sur la puissance de la volonté et comment elle peut être façonnée pour conquérir les défis de la vie. Que vous soyez à la recherche d'inspiration, de conseils pratiques ou simplement d'une bouffée d'énergie positive, une volonté de faire vous offre des clés pour développer une résilience inébranlable et une détermination qui vous propulsera vers le succès. Une volonté de faire. Horizon Sweat Marden. Chapitre 1er. L'éducation de la volonté. L'éducation de la volonté est l'objet de notre existence, dit Emerson, et ce n'est pas trop dire si l'on considère la volonté humaine dans ses rapports avec le divin. Cela correspond à l'affirmation de J. Stuart Mill, selon laquelle un caractère est une volonté entièrement formée. En ce qui concerne les simples relations mondaines, le développement et la discipline de la volonté sont d'une importance capitale pour le succès dans la vie. Personne ne peut estimer la puissance de la volonté. Elle fait partie de la nature divine, tout comme le pouvoir de création. Nous parlons du fiat de Dieu, fiat lux, que la lumière soit. L'homme a son fiat. Les réalisations de l'histoire ont été les choix, les déterminations, les créations de la volonté humaine. C'est la volonté, calme ou combative, douce ou sinistre, d'hommes comme Wilberforce et Garrison, Goodyear et Cyrus Field, Bismarck et Grant, qui les a rendus indomptables. Ils ont simplement fait ce qu'ils avaient prévu. On ne peut pas plus arrêter de tels hommes qu'on ne peut arrêter le soleil ou la marée. La plupart des hommes échouent, non par manque d'éducation ou de qualités personnelles agréables, mais par manque de détermination acharnée, par manque de volonté inébranlable. Il est impossible, dit Charman, d'examiner les conditions dans lesquelles se déroule la bataille de la vie, sans se rendre compte à quel point elle dépend de la mesure dans laquelle la volonté est cultivée, renforcée et mise en œuvre dans les bonnes directions. Les jeunes doivent s'y entraîner. Nous vivons à une époque de rencontres sportives. Ceux qui sont déterminés à avoir une volonté athlétique doivent prendre pour elles le genre d'exercice dont ils ont besoin. Ceci est bien illustré par un rapport que j'ai vu sur la longue course de marathon aux derniers Jeux olympiques, qui a été gagné par le jeune paysan grec Sotirios Louès. Une lutte dans la course de la vie. L'entraînement de ce champion de course à pied n'avait pas été une grande parade. De son travail à la charrue, il se consacre tranquillement à la tâche de rendre la Grèce victorieuse devant les étrangers venus de tous les pays. Il était connu pour être un bon coureur, et c'est sans bruit et sans agitation qu'il s'est présenté comme concurrent. Mais ce n'est pas seulement sa vitesse, qui surpasse celle de tous ses concurrents, qui distingue le jeune grec parmi ses pairs ce jour-là. Lorsqu'il quitte sa maison d'Amaroussi, son père lui dit « Sotiri, tu ne dois revenir qu'en vainqueur. » Dans les yeux du jeune homme brille la lumière d'une ferme résolution. Le vieux père était sûr que son fils gagnerait, et il se rendit à la gare pour attendre que Sotiri arrive avant les autres. Personne ne connaissait le vieil homme et ses 3 filles, qui se frayaient un chemin dans la foule. Lorsque, enfin, l'excitation de la foule rassemblée lui fit comprendre que le moment critique était arrivé, que les coureurs approchaient de la ligne d'arrivée, le vieux père leva des yeux un peu ternes, réalisant que Sotiri était bel et bien en tête. Il revenait victorieux. Comme la foule s'est pressée autour du jeune paysan, lorsque la course a été gagnée. Folle d'émotion, elle ne sait comment le couvrir d'éloges. Les dames le couvrent de fleurs et de bagues, certaines lui offrent même leur montre, et une américaine lui présente son flacon de parfum orné de bijoux. Les princes l'embrassent, et le roi lui-même le salue en style militaire. Mais le jeune Sotirios cherche d'autres récompenses. Au-delà des rangs de la royauté et des belles jeunes filles, au-delà des mains tendues de ses compatriotes, au-delà de la foule des étrangers qui applaudissaient, son regard erra jusqu'à ce qu'il s'arrête sur un vieil homme tremblant d'impatience, qui se frayait résolument un chemin à travers la foule enthousiaste et satisfaite. Alors le jeune visage s'éclaira, et tandis que le vieux Louès s'avançait dans le cercle le plus intime, les bras tendus pour embrasser son fils, le jeune vainqueur dit simplement « Tu vois, père, j'ai obéi. » Les grands arbres. Celui qui veut réussir le mieux possible a besoin d'une planification minutieuse.
Il doit accumuler des réserves afin de pouvoir faire face à toutes les situations d'urgence. Thomas Starr King raconte que ce sont les grands arbres de Californie qui lui ont donné la première impression de la puissance de la réserve. C'est la pensée des énergies de réserve qui avaient été comprimées en eux, dit-il, qui m'a ému. Les montagnes leur avaient donné leur fer et leurs riches stimulants. Les collines leur avaient donné leur sol. Les nuages leur avaient donné leur pluie et leur neige. Et des milliers d'étés et d'hivers avaient déversé leurs trésors autour de leurs vastes racines. Aucun jeune homme qui n'a pas fait de sa vie une réserve d'énergie dans laquelle il peut constamment puiser et qui ne lui fera jamais défaut en cas d'urgence ne peut espérer faire quoi que ce soit de plus que l'ordinaire. Assurez-vous d'avoir emmagasiné dans votre centrale électrique l'énergie et les connaissances qui vous permettront d'être à la hauteur de la grande occasion lorsqu'elle se présentera. Si j'avais 20 ans et seulement 10 à vivre, disait un grand savant et écrivain, je passerais les 9 premières années à accumuler des connaissances et à me préparer pour la 10e. Je le ferai. Il n'y a pas 2 mots dans la langue anglaise qui ressortent autant en relief, comme des rois sur un échiquier, que les mots « I will ». Il y a de la force, de la profondeur et de la solidité, de la décision, de la confiance et de la puissance, de la détermination, de la vigueur et de l'individualité dans le ton rond et sonore qui caractérise sa prononciation. Il vous parle de triomphe sur les difficultés, de victoire sur le découragement, de volonté de promettre et de force de tenir, d'entreprise haute et audacieuse, d'aspiration sans entrave, et des 1001 impulsions solides par lesquelles l'homme maîtrise les obstacles qui l'empêchent de progresser. Comme on l'a bien dit, celui qui se tait est oublié, celui qui n'avance pas recule, celui qui s'arrête est accablé, éloigné, écrasé, celui qui cesse de se magnifier est rapetissé, celui qui abandonne renonce. L'immobilisme est le commencement de la fin, il précède la mort. Vivre, c'est réaliser, c'est vouloir sans cesse. Sois un héros. Laisse ta force fouler les neiges éternelles et à travers les murs d'ébène de la nuit, creuse un passage vers le jour. Chapitre 2. Les maîtres du destin. Il n'y a pas de chance, ni de destin, ni de hasard, qui puisse échapper à la ferme résolution d'une âme résolue, ni l'entraver, ni la contrôler. Les dons ne comptent pas. La volonté seule est grande. Tout lui cède tôt ou tard. Quel obstacle peut arrêter la force puissante du fleuve qui cherche la mer dans son cours, ou faire attendre l'orbe naissant du jour? Toute âme bien née doit gagner ce qu'elle mérite. Laissons le fou parler de chance. Celui qui a de la chance, c'est celui dont le but sincère ne s'égare jamais, dont la moindre action ou inaction sert le grand dessein. Emerson a dit « Il y a toujours la place pour un homme fort. Une volonté forte et provocante a de nombreuses mains, et s'accroche à tout ce qui est proche et peut lui servir. Elle a un pouvoir magnétique qui attire à elle tout ce qui lui est apparenté, a dit T. Munger. Qu'est-ce que la volonté, au sens large, si ce n'est l'énergie du caractère? L'énergie de la volonté, la force qui jaillit d'elle-même, est l'âme de tout grand caractère. Là où elle existe, il y a de la vie. Là où elle n'existe pas, il y a de la faiblesse, de l'impuissance et du découragement. Que votre première étude enseigne au monde que vous n'êtes pas du bois et de la paille, qu'il y a du fer en vous. Les hommes qui ont laissé leur marque dans le monde ont été des hommes de grande et prompte décision. Les exploits de la volonté sont presque incalculables. Presque rien ne semble impossible à l'homme qui a suffisamment de volonté et qui l'entretient constamment. Un talent soutenu par une volonté est capable d'accomplir plus que 10 sans volonté, comme un dé à coudre de poudre dans un fusil, dont le canon lui donne une direction, fera plus d'exécution qu'une charge brûlée à l'air libre. Ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas, et ceux qui ne peuvent pas. Il y a 3 sortes de personnes dans le monde, dit un auteur récent. Ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas, et ceux qui ne peuvent pas. Les premiers réussissent tout, les seconds s'opposent à tout, les troisièmes échouent en tout. Les rivages de la fortune, comme le dit Foster, sont jonchés d'épaves échouées d'hommes brillamment doués, mais qui ont manqué de courage, de foi et de décision, et qui ont ainsi péri face à des aventuriers plus déterminés, mais moins habiles, qui ont réussi à atteindre le port. Si je devais exprimer en un mot le secret de tant d'échecs, parmi ceux qui étaient partis avec de grands espoirs, je dirais qu'ils ont manqué de volonté. Et qu'est-ce qu'un homme sans volonté? Il est comme un moteur sans vapeur.
Le génie non exécuté n'est pas plus génial qu'un buisson de glands dans une forêt de chênes. La volonté a été appelée l'épine dorsale de la personnalité. La volonté, dans ses rapports avec la vie, dit un écrivain anglais, peut être comparée à la fois au gouvernail et à la machine à vapeur d'un navire, dont l'action confinée est liée, la direction de son cours et la vigueur de son mouvement dépendent entièrement. La force de la volonté est le test des possibilités d'un jeune homme. Peut-il avoir une volonté assez forte et tenir d'une main de fer tout ce qu'il entreprend? Quelle chance y a-t-il dans ce monde d'entassement, de bousculade, d'égoïsme et de cupidité, où tout se résume à pousser ou à être poussé, pour un jeune homme sans volonté et sans prise sur la vie? L'homme qui veut diriger à l'ère de la concurrence doit être un homme de décision rapide et résolue. L'aiguille d'un tailleur. Dans l'une des anciennes pièces de Ben Jonson, on peut lire « Quand j'ai envie d'une chose, je suis comme l'aiguille d'un tailleur, je la mène à bien ». Ce qui n'est pas sans rappeler Richelieu qui disait « Quand j'ai pris une résolution, je vais droit à mon but, je renverse tout, j'abats tout ». En matière d'affaires, le conseil de Rothschild va dans le même sens. Faites sans faute tout ce que vous vous proposez de faire. Les fils de Gladstone ont appris à aller jusqu'au bout de ce qu'ils entreprennent, même si l'entreprise est insignifiante. Ce qui est pire que la témérité. L'irrésolution est pire que la témérité. Celui qui tire, dit Feltham, peut parfois faire mouche, mais celui qui ne tire pas ne peut jamais faire mouche. L'irrésolution est comme une agonie. Elle n'ébranle pas tel ou tel membre, mais c'est tout le corps qui est attaqué. L'homme qui ne cesse de tourner en rond, de reculer et de combler, d'hésiter et de lambiner, de traîner et de négocier, de peser et d'équilibrer, de couper les cheveux en quatre sur des points non essentiels, d'écouter tous les nouveaux motifs qui se présentent, n'arrivera jamais à rien. Mais l'homme positif et déterminé est une force dans le monde et représente toujours quelque chose. Vous pouvez le mesurer et estimer le travail que son énergie accomplira. L'occasion est timide, elle est rapide et disparaît avant que le lent, l'inobservateur, l'indolent ou le négligent puisse la saisir. La vigilance dans l'observation des occasions, dit Phelps, le tact et l'audace dans la saisie des occasions, la force et la persévérance dans la saisie des occasions jusqu'à leur réalisation la plus complète possible. Telles sont les vertus martiales qui doivent guider le succès. Les meilleurs hommes, a remarqué Chapin, ne sont pas ceux qui ont attendu l'occasion, mais qui l'ont saisie, qui ont assiégé l'occasion, qui l'ont conquise et qui en ont fait leur serviteur. N'est-il pas possible de classer les succès et les échecs en fonction de leur degré de volonté? L'homme qui peut se décider énergiquement à suivre une ligne de conduite, sans dévier ni à droite ni à gauche, bien que ce soit une tentation paradisiaque, celui qui garde les yeux fixés sur le but, quelles que soient ses distractions, est sûr de réussir. Tous les navires qui partent de Tarsis ne rapportent pas l'or d'Ophir. Mais pourrira-t-il dans le port? Non, laissons les choses se faire naturellement. Le pouvoir conscient. Le pouvoir conscient, dit Mélès, existe dans l'esprit de chacun. Son existence est parfois irréelle, mais elle est là. Il est là pour être développé et mis en lumière, comme la culture de cette fleur têtue mais belle, l'orchidée. La laisser dormir, c'est se placer dans l'obscurité, c'est piétiner son ambition, c'est étouffer ses facultés. La développer, c'est individualiser tout ce qu'il y a de meilleur en soi et le donner au monde. C'est par une connaissance absolue de soi, une juste estimation de sa propre valeur. Il n'est pas de lecteur, dit un éducateur expérimenté, qui ne puisse se rappeler les débuts de la vie d'au moins un jeune homme dont l'enfance s'est déroulée dans la pauvreté et qui, dans sa jeunesse, a exprimé un vif désir de faire des études supérieures. Si, un peu plus tard, ce désir s'est transformé en résolution déclarée, les voies pour y parvenir se sont rapidement ouvertes. Ce désir et cette détermination ont créé une atmosphère qui a attiré les forces nécessaires à la réalisation de l'objectif. Beaucoup de ces jeunes gens nous diront que, pendant qu'ils attendaient, s'efforçaient et désiraient, des montagnes de difficultés se dressaient devant eux. Mais lorsqu'ils transformaient leurs espoirs en desseins précis, l'aide venait spontanément pour les aider sur le chemin. Croyez-vous en vous-même. L'homme sans confiance en soi et sans volonté de faire est le jouet du hasard, la marionnette de son environnement, l'esclave des circonstances. Les doutes ne sont-ils pas les plus grands ennemis? Si vous voulez réussir jusqu'au bout de vos possibilités, ne devez-vous pas vous accrocher constamment à la conviction que vous êtes organisé pour le succès et que vous réussirez, quoi qu'il puisse vous arriver?
Vous ne devez jamais laisser l'ombre d'un doute s'immiscer dans votre esprit, à savoir que le Créateur a l'intention de vous faire gagner la bataille de la vie. Considérez toute suggestion selon laquelle votre vie pourrait être un échec, que vous n'êtes pas fait comme le Créateur. Si vous pensez que le succès n'est pas pour vous, chassez-les de votre esprit comme vous chasseriez un voleur de votre maison. Il y a quelque chose de sublime dans le jeune homme qui possède l'esprit d'audace et d'intrépidité, qui a la juste confiance en sa capacité de faire et d'oser. Le monde nous apprécie pour nous-mêmes. Il croit en l'homme qui croit en lui-même, mais il n'a que faire de l'homme timide, de l'homme qui n'est jamais sûr de lui, qui ne peut se fier à son propre jugement, qui demande conseil aux autres et qui a peur d'aller de l'avant tout seul. C'est l'homme positif, l'homme qui se croit à la hauteur de l'urgence, qui croit qu'il peut faire ce qu'il essaie, qui gagne la confiance de ses semblables. Il est aimé parce qu'il est courageux et autonome. Ceux qui ont accompli de grandes choses dans le monde ont, en règle générale, été audacieux, agressifs et sûrs d'eux. Ils ont osé se démarquer de la foule et agir de manière originale. Ils n'ont pas eu peur d'être généraux. À l'heure des agglomérations et de la concurrence, il n'y a plus de place pour les jeunes timides et hésitants. Celui qui veut réussir aujourd'hui doit non seulement être courageux, mais aussi oser prendre des risques. Celui qui attend des certitudes ne gagnera jamais. La loi de l'âme est l'effort éternel, qui porte l'homme vers l'avant et vers le haut pour toujours. Un homme peut être trop confiant dans les autres, mais jamais trop confiant en lui-même. N'admettez jamais la défaite ou la pauvreté. Affirmez fermement votre droit divin à garder la tête haute et à regarder le monde en face. Avancez hardiment devant tout ce qui s'oppose à vous, et le monde vous laissera la place. Personne n'insistera sur vos droits tant que vous douterez de les avoir. Croyez que vous êtes fait pour la place que vous occupez. Mettez-y toute votre énergie. Réveillez-vous, électrifiez-vous, mettez-vous au travail. Un jeune homme a dit un jour à son patron, « Ne me donnez pas un travail facile. Je veux manipuler de lourdes caisses, porter de lourdes charges. Je voudrais soulever une grande montagne et la jeter à la mer. » Et il tendit 2 bras musclés, tandis que ses yeux sérieux dansaient et que tout son être rayonnait d'une force consciente. Charles Robert Darwin. Le monde, au fond, admire l'homme d'action sévère et résolu. Le monde s'écarte pour laisser passer l'homme qui sait où il va. Il est merveilleux de constater que même les chances apparentes de la vie semblent s'incliner devant un esprit qui ne s'incline pas devant elle, et céder à l'aide d'un dessein, après avoir essayé en vain de le contrecarrer. L'homme qui réussit, dit Prentice Mulford, doit toujours, dans son esprit ou son imagination, vivre, bouger, penser et agir comme s'il avait obtenu ce succès. Sinon, il ne l'obtiendra jamais. Nous allons de l'avant, dit Emerson, austère, dévoué, croyant au lien de fer du destin, et nous ne tournerons pas les talons pour sauver notre vie. Un livre, un buste ou simplement le son d'un nom jette une étincelle dans les nerfs, et soudain nous croyons en la volonté. Nous ne pouvons pas entendre parler d'une quelconque vigueur personnelle, d'une grande puissance d'action, sans une nouvelle détermination. Chapitre 3. La force de la volonté sur le terrain. Que de miracles ont été accomplis par la confiance en soi, la détermination d'une volonté de faire, que d'exploits impossibles ont été accomplis grâce à elle. C'est ce qui a conduit Napoléon à traverser les Alpes en plein hiver. C'est ce qui a conduit Farragut et Dewey au-delà des canons, des torpilles et des mines de l'ennemi. C'est aussi l'autodétermination qui a conduit Nelson et Grant à la victoire, qui a été le grand tonique dans le monde de la découverte, de l'invention et de l'art, et qui a permis d'obtenir 1000 triomphes dans la guerre et la science, alors qu'on les croyait impossibles. Le secret de la réussite de Jeanne d'Arc ne réside pas seulement dans son caractère, mais dans les visions qui lui ont inspiré la confiance en elle-même, la confiance en sa mission divine. C'est une volonté de faire qui a donné à Nelson le commandement de la flotte britannique, un titre et une statue à Trafalgar Square. C'était la clé de son caractère lorsqu'il disait « Quand je ne sais pas si je dois me battre ou non, je me bats toujours ». C'est une volonté de faire qui s'est manifestée lorsque Horace, avec 2 compagnons, a retenu 90 000 Toscans, jusqu'à ce que le pont sur le Tibre soit détruit. Lorsque Léonidas, aux Thermopyles, a retenu la puissante marche de Xerxès. Lorsque Thémistocle, au large des côtes grecques, a écrasé l'armada perse. Quand César, voyant son armée en détresse, mania la lance et le bouclier et arracha la victoire à la défaite. Quand Winkelried rassembla sur sa poitrine une gerbe de lances autrichiennes et ouvrit la voie à ses camarades.
quand Wellington a combattu dans de nombreux climats sans jamais être conquis, quand Ney, sur une centaine de champs, a changé la vie de l'humanité. Lorsque Winkelried rassembla sur sa poitrine une gerbe de lances autrichiennes et ouvrit la voie à ses camarades. Lorsque Wellington combattit dans de nombreux climats sans jamais être conquis. Lorsque Ney, sur 100 champs de bataille, transforma un désastre apparent en un triomphe éclatant. Lorsque Sheridan arriva de Winchester, alors que la retraite de l'Union se transformait en déroute et qu'il renversa la situation. Lorsque Sherman fit signe à ses hommes de tenir le fort, sachant que leur chef approchait. L'histoire offre des milliers d'exemples d'hommes qui ont su saisir les opportunités et atteindre des résultats considérés comme impossibles par les moins résolus. Une décision rapide et une action résolue balaient le monde devant eux. Qui a été l'organisateur de l'Empire allemand moderne? N'est-ce pas l'homme de fer? Napoléon et Grant. Que feriez-vous si vous étiez assiégé dans une place entièrement dépourvue de vivres? Demanda l'examinateur alors que Napoléon était cadet. S'il y avait quelque chose à manger dans le camp de l'ennemi, je ne m'inquiéterais pas. Alors que Paris est aux mains de la foule et que les autorités sont prises de panique, un homme arrive et dit « Je connais un jeune officier qui peut réprimer cette foule. Envoyez-le chercher. » Napoléon fut appelé. Il arriva, maîtrisa la foule, maîtrisa les autorités, régna sur la France, puis conquit l'Europe. Le 10e jour du mois de mai de l'année 1796, Napoléon s'empare du pont de Lodi, devant les batteries autrichiennes dirigées vers la partie française de l'ouvrage. Derrière elles se trouvent 6000 soldats. Napoléon concentre 4000 grenadiers à la tête du pont, avec un bataillon de 300 carabiniers en avant. Au son du tambour, les premiers assaillants sortent du rempart sous une terrible grêle de grenades et d'obus et tentent de franchir la porte du pont. Les premiers rangs tombent comme des tiges de blé devant le moissonneur. La colonne chancelle et recule, et les braves grenadiers sont atterrés par la tâche qui leur incombe. Sans un mot ni un regard de reproche, Napoléon se place à leur tête, et ses aides et généraux se précipitent à ses côtés. Ils avancent de nouveau, enjambant les monceaux de morts qui obstruent le passage, et un élan rapide, compté en secondes, emporte la colonne à travers 200 mètres d'espace libre, sans qu'aucun coup de feu tiré par les Autrichiens n'ait eu d'effet, au-delà de l'endroit où les pelotons se sont retournés pour faire le premier bond. Les canons ennemis n'étaient pas dirigés vers l'avance. L'avance est trop rapide pour les artilleurs autrichiens. Tout cela fut si soudain et si miraculeux que les artilleurs autrichiens abandonnèrent instantanément leurs canons et que leurs soutiens s'enfuirent en panique, au lieu de se précipiter vers le front et de faire face à l'assaut des Français. Napoléon avait compté là-dessus en lançant son attaque audacieuse. Qu'est-ce que Napoléon si ce n'est la foudre de la guerre? Il voyagea un jour de l'Espagne à Paris, à 17 milles à l'heure en selle. Serait-il possible de traverser la route? Demande Napoléon aux ingénieurs chargés d'explorer le redoutable col du Saint-Bernard. Peut-être, répond-on, hésitant. C'est dans les limites du possible. Alors, allez-y. Pourtant, Ulysses S. Grant, un jeune homme inconnu, sans argent ni influence, sans parrain ni ami, a livré en 6 ans plus de batailles, remporté plus de victoires, capturé plus de prisonniers, pris plus de butin et commandé plus d'hommes que Napoléon en 20 ans. La meilleure chose à son sujet, a dit Lincoln, c'est sa persistance froide. Ne jurez pas, combattre. Lorsque le feu des Espagnols sur la colline de San Juan devint presque insupportable, certains cavaliers commencèrent à jurer. Le colonel Wood, avec la sagesse d'un bon chef, s'écria, au milieu du sifflement des balles de Mauser, « Ne jurez pas, battez-vous !» Lors d'une escarmouche à Salamanque, alors que les canons ennemis tiraient sur son régiment, les hommes de Sir William Napier se montrèrent désobéissants. William Napier leur ordonne immédiatement de s'arrêter et fouette 4 des meneurs sous le feu de l'ennemi. Les hommes se rendirent immédiatement et marchèrent 3 miles sous une forte canonnade, aussi froidement que s'il s'agissait d'un magasin. Lorsque Pélisier, le chef des Zouaves de Crimée, frappa un officier d'un coup de fouet, celui-ci sortit un pistolet qu'il ne tira pas. Le chef lui répond « Camarade, je vous ordonne 3 jours d'arrêt pour n'avoir pas vos armes en meilleur état. L'homme a la volonté de faire effroi à l'heure du danger. J'ai d'idées courir comme un cyclone. » Voici ce que Roosevelt dit de son ascension de la colline de San Juan devant son régiment. « J'ai dû courir comme un cyclone pour rester en tête et éviter d'être écrasé. » L'héroïsme personnel de Hobson ou de Cushing, qui fit sauter l'Albemarle il y a 40 ans, n'était que l'expression d'une magnifique volonté, de puissance.
C'est sur cette base que le général Wheeler a connu une promotion militaire sans précédent. Sous-lieutenant à 23 ans, colonel à 24 ans, brigadier général à 25 ans, major général à 26 ans, commandant de corps à 27 ans et lieutenant général à 28 ans. Le général Wheeler subit la mort de 16 chevaux et un grand nombre de blessés. Son équipement et ses vêtements furent fréquemment touchés par les obus ennemis. Il fut blessé 3 fois, dont une fois grièvement. 32 officiers d'état-major ou officiers d'état-major suppléants furent tués ou blessés. Dans presque tous les CA, ils étaient immédiatement à ses côtés. Aucun officier n'a été plus exposé aux obus de la mort que Joseph Wheeler. Quelle est cette caractéristique impériale de l'homme? Une volonté de fer, si ce n'est celle qui sous-tend tous les exploits magnifiques, qu'il s'agisse des héros de la brigade légère ou des pompiers héroïques de nos grandes villes. Chapitre 4. La volonté dans ses rapports avec la santé et la maladie. Il ne fait aucun doute qu'en règle générale, une grande décision de caractère s'accompagne d'une grande fermeté constitutionnelle. Les hommes qui se sont distingués par une grande fermeté de caractère étaient généralement forts et robustes. En règle générale, c'est l'homme physiquement fort qui a du poids et de la conviction. Prenons l'exemple de Guillaume le Conquérant, tel que Green le dépeint dans son histoire. L'esprit même des pillards dont il était issu semblait incarné dans sa forme gigantesque, sa force énorme, son visage sauvage et son courage désespéré. De l'aveu même de ses ennemis, aucun autre chevalier sous le ciel n'égalait Guillaume. Aucun autre homme ne pouvait faire plier l'arc de Guillaume. Sa masse transperçait un cercle de guerriers anglais jusqu'au pied de l'étendard. Il atteignit ses plus hauts sommets à des moments où d'autres hommes désespéraient. Aucun autre homme qui se soit jamais assis sur le trône d'Angleterre n'était égal à cet homme. Prenons l'exemple de Webster. Sidney Smith a dit « Webster est un mensonge vivant, car aucun homme sur terre ne peut être aussi grand qu'il le paraît. » Carlyle a dit de lui « On serait enclin, à première vue, à le soutenir contre le monde entier. » Son physique était éloquent. Les hommes se sont pliés à sa volonté dès le premier regard. Les grands prix de la vie vont toujours aux costauds, aux trapus, aux forts, pas nécessairement aux muscles énormes ou à la charpente puissante, mais à une forte vitalité, à une grande énergie nerveuse. Ce sont les Lord Brougham, qui travaillent presque continuellement pendant 144 heures, les Napoléons, qui passent 20 heures en selle, les Franklin, qui campent en plein air à 70 ans, les Gladstone, qui tiennent fermement la barre du navire de l'État à 84 ans, qui parcourent des kilomètres chaque jour et qui abattent des arbres gigantesques à 85 ans, qui réalisent les grandes choses de la vie. Pour prospérer, il faut améliorer ses capacités cérébrales, et rien n'aide plus le cerveau qu'un corps en bonne santé. La course d'aujourd'hui ne sera gagnée que par ceux qui s'efforcent de maintenir leur corps en si bon état que leur esprit est capable et prêt à résister à la forte pression exercée sur la mémoire et l'esprit par la concurrence féroce que nous connaissons aujourd'hui. La santé est aujourd'hui plus recherchée que la force. La santé est essentiellement l'exigence de notre époque pour nous permettre de réussir dans la vie. Dans toutes les activités modernes, de la crèche à l'école, de l'école au magasin ou au monde extérieur, la charge cérébrale et nerveuse se poursuit, s'accroît et s'intensifie. En règle générale, la vigueur physique est la condition d'une grande carrière. Stonewall Jackson, dès son plus jeune âge, s'est efforcé de surmonter toutes ses faiblesses physiques, mentales et morales. Il conservait toutes ses facultés d'une main ferme. C'est à sa grande autodiscipline et à sa maîtrise de soi qu'il doit son succès. Il était si déterminé à résister à l'inclémence du climat qu'il ne pouvait être incité à porter un manteau en hiver. « Je ne céderai pas au froid », disait-il. Pendant 1 an, à cause de la dyspepsie, il se nourrit de babeur et de pain rassis et porte une chemise mouillée qui lui colle au corps parce que son médecin le lui a conseillé, bien que tout le monde se moque de cette idée. C'était à l'époque où il était professeur à l'Institut militaire de Virginie. Son médecin lui avait conseillé de se retirer à 9 heures et quel que soit l'endroit où il se trouvait ou les personnes présentes, il cherchait toujours à se coucher à cette heure-là. Toute sa vie, il s'en tint rigoureusement à ce sévère système de discipline. Un tel entraînement et une telle conquête de soi donnent un grand pouvoir sur les autres. Cela équivaut au génie lui-même. « Je ne peux rien faire, disait Grant, sans 9 heures de sommeil. Qu'y a-t-il de plus grand que d'être au seuil de la vie, frais, jeune, plein d'espoir,
avec la conscience du pouvoir au plus fort de toute urgence, maître de la situation. La gloire d'un jeune homme, c'est sa force. Le monde d'aujourd'hui a grand besoin d'hommes et de femmes qui soient de bons animaux. Pour résister à la pression de notre civilisation concentrée, l'homme et la femme de demain doivent avoir un excès d'esprit animal. Ils doivent avoir une santé robuste. L'absence de maladie n'est pas la santé. C'est la fontaine débordante, et non la fontaine à moitié pleine, qui donne vie et beauté à la vallée. Seul est en bonne santé celui qui se réjouit d'une simple existence animale, dont la vie elle-même est un luxe, qui sent un pouls bondissant dans tout son corps, qui ressent la vie dans chacun de ses membres, comme les chiens lorsqu'ils parcourent la campagne, ou comme les garçons lorsqu'ils glissent sur les champs de glace. Et pourtant, malgré tout cela, au mépris de tout cela, nous savons qu'une volonté de fer triomphe souvent dans la lutte contre la maladie physique. Les esprits courageux sont un baume pour eux-mêmes. Il y a une noblesse d'esprit qui guérit les blessures au-delà des baumes. Un jour, j'ai signé un accord pour faire rouler une brouette sur une corde. Un jour ou deux avant, j'ai eu un lumbago. J'appelai mon médecin et lui dis que je devais être guéri avant un certain jour, non seulement parce que je perdrais ce que j'espérais gagner, mais aussi parce que je perdrais une grosse somme d'argent. Je ne me suis pas amélioré, et le médecin m'a interdit de me lever. Je lui ai dit, « Pourquoi veux-tu que je te conseille? Si vous ne pouvez pas me guérir, à quoi me servent vos conseils ?» Lorsque je suis arrivé sur place, le médecin était là, protestant que je n'étais pas apte à accomplir l'exploit. J'ai continué, bien que je me sente comme une grenouille avec mon dos. J'ai préparé mon bâton et ma brouette, j'ai saisi les poignets et je l'ai fait rouler le long de la corde comme jamais je ne l'avais fait. Quand je suis arrivé au bout, je l'ai fait rouler à nouveau et après cela j'étais à nouveau une grenouille. Qu'est-ce qui m'a fait penser que je pouvais faire rouler la brouette? C'était ma réserve de volonté. Que demande le sage qui n'a pas souffert? Schiller n'a-t-il pas produit ses plus grandes tragédies au milieu de la souffrance physique, presque équivalente à la torture? Handel n'a jamais été aussi grand que lorsque, averti par la paralysie de l'approche de la mort, et luttant contre l'angoisse et la souffrance, il s'est assis pour composer les grandes œuvres qui ont rendu son nom immortel dans la musique. Beethoven était presque totalement sourd et accablé de chagrin lorsqu'il a produit ses plus grandes œuvres. Milton qui a écrit « Celui qui sait le mieux souffrir, sait le mieux faire ». Il a donné le meilleur de lui-même lorsque sa santé était fragile et lorsqu'il était pauvre et aveugle. Pourtant, je n'argumente pas contre la main ou la volonté du ciel, ni ne bats un iota de cœur ou d'espoir. Mais je continue à endurer et à aller droit. Le révérend William H. Milburn, qui a perdu la vue dans son enfance, a étudié pour le ministère et a été ordonné avant d'atteindre l'âge adulte. Il a écrit une demi-douzaine de livres, dont une histoire minutieuse de la vallée du Mississippi. Il a longtemps été l'aumônier de la chambre basse du Congrès. L'aveugle Fanny Crosby de New York a enseigné aux aveugles pendant de nombreuses années. Elle a écrit près de 3000 hymnes, parmi lesquels « Pass me not, O gentle Savior, Rescue the perishing, Savior more than life to me » et « Jésus, keep me near the cross ». L'aide la plus véritable que nous puissions apporter à celui qui est affligé, a déclaré l'évêque Brooks, n'est pas de lui enlever son fardeau, mais de rassembler ses meilleures énergies pour qu'il puisse le porter. Quelle volonté avait Darwin! Il souffrait continuellement, et sa patience était merveilleuse. Seule sa femme savait ce qu'il avait dû endurer. Pendant 40 ans, dit son fils, il n'a pas eu un seul jour de santé. Et pourtant, pendant ces 40 ans, il s'est astreint sans cesse à des travaux que les esprits les plus puissants et les constitutions les plus robustes auraient abandonnés. Il avait le pouvoir merveilleux de s'attacher à un sujet. Il avait presque l'habitude de s'excuser pour sa patience, disant qu'il ne pouvait pas supporter d'être vaincu, comme si c'était un signe de faiblesse. Bulwer nous conseille de refuser d'être malade, de ne jamais dire aux gens que nous sommes malades, de ne jamais nous l'avouer à nous-mêmes. La maladie est l'une de ces choses auxquelles un homme doit résister par principe. N'insistez pas sur vos maux et n'étudiez pas vos symptômes. Ne vous laissez jamais convaincre que vous n'êtes pas totalement maître de vous-même. Affirmez fermement votre supériorité sur les maladies corporelles. Nous devons constamment garder à l'esprit un idéal élevé de santé et d'harmonie. L'esprit n'est-il pas le protecteur naturel du corps? Nous ne pouvons pas croire que le Créateur ait laissé l'humanité entière à la merci d'une demi-douzaine de médicaments spécifiques qui agissent toujours avec certitude. Il existe un remède divin déposé en nous pour de nombreux maux dont nous souffrons.
Si nous savions comment utiliser ce pouvoir de la volonté et de l'esprit pour nous protéger, beaucoup d'entre nous pourraient porter la jeunesse et la joie avec eux dans l'adolescence de notre 2e siècle. L'esprit a incontestablement le pouvoir de préserver et d'entretenir la jeunesse et la beauté physique, de maintenir le corps fort et sain, de renouveler la vie et de la préserver de la décrépitude, et ce, pendant de nombreuses années de plus qu'aujourd'hui. Les hommes et les femmes qui ont vécu le plus longtemps sont, en règle générale, ceux qui ont atteint un grand développement mental et moral. Ils ont vécu dans la région supérieure d'une vie plus élevée, hors de portée de la plupart des chocs, des frictions et des discordes qui affaiblissent et brisent la plupart des vies. Tous les médecins savent que les personnes courageuses et indomptables ne sont pas aussi susceptibles de contracter des maladies contagieuses que les personnes timides, hésitantes et irrésolues. Un médecin attentif assura un jour à un ami que si un agent de change se rendait à la Nouvelle-Orléans pendant la saison de la fièvre jaune avec 40 000 $ à sa charge, il ne risquerait guère de contracter la fièvre, tant qu'il garderait l'argent en sa possession. Qu'il le remette une fois entre d'autres mains, et plus tôt il quittera la ville, mieux cela vaudra. Napoléon avait l'habitude de visiter les hôpitaux de la peste, même lorsque les médecins avaient peur d'y aller, et en fait, il posait ses mains sur les malades de la peste. Il disait que l'homme qui n'avait pas peur pouvait faire disparaître la peste. Une telle volonté est un puissant tonique pour le corps. Une telle volonté a sorti plus d'un homme de son lit de mort apparente et lui a permis d'accomplir de merveilleux exploits de courage. Douglas Jerrold, à qui les médecins avaient dit qu'il devait mourir, répondit « Et laisser une famille d'enfants sans défense. Je ne mourrai pas. » Il tint parole et vécut de nombreuses années. Chapitre 5. Le romantisme des difficultés surmontées. De quoi hérite le fils du pauvre? Des muscles solides et un cœur tendu, un corps fort et un esprit encore plus fort. Roi des 2 mains, il fait sa part dans tous les travaux utiles et dans l'art. Un héritage, me semble-t-il, et un roi pourrait souhaiter le posséder. Dieu n'a-t-il pas donné à chaque homme un capital pour commencer? Ne sommes-nous pas nés riches? Il est riche celui qui a une bonne santé, un corps sain, de bons muscles. Il est riche celui qui a une bonne tête, une bonne disposition, un bon cœur. Il est riche celui qui a 2 bonnes mains, avec 5 chances dans chacune. Équipé? Chaque homme est équipé comme seul Dieu peut l'être. Quelle fortune il possède dans le merveilleux mécanisme de son corps et de son esprit. C'est l'effort individuel qui a permis de réaliser tout ce qui vaut la peine d'être réalisé. Le plaisir du petit jeu. Il n'y a pas longtemps, James Tyson est mort, un Australien costaud d'1,80 m, dont le patrimoine s'élevait à 25 millions de $, et qui avait commencé sa vie comme ouvrier agricole. Tyson ne se souciait guère de l'argent. Il avait l'habitude de dire « Je le laisserai derrière moi quand je serai parti. J'en aurai fini avec lui, et je ne m'en préoccuperai plus par la suite. » Mais, ajoutait-il, avec un claquement de doigts semi-exultant caractéristique, « L'argent n'est rien. Ce qui était amusant, c'était le petit jeu. » À la question « Quel était le petit jeu ?», il a répondu avec une énergie de concentration qui n'a d'égal que celle qu'il mettait en œuvre. Il répond avec une énergie de concentration qui lui est propre. « Combattre le désert, c'est mon travail. J'ai combattu le désert toute ma vie et j'ai gagné. J'ai mis de l'eau et de la viande là où il n'y en avait pas. J'ai mis des clôtures là où il n'y en avait pas, et des routes là où il n'y en avait pas. Rien ne peut défaire ce que j'ai fait, et des millions de personnes seront plus heureuses pour cela, quand je serai mort et oublié depuis longtemps. L'entraide n'a-t-elle pas permis de réaliser presque toutes les grandes choses du monde? Combien de jeunes gens hésitent dans leur résolution, parce qu'ils n'ont pas de capital de départ et qu'ils attendent que la chance leur donne un coup de pouce. Mais le succès est le fruit d'un travail acharné et de la persévérance. Il ne se cajole pas et ne s'achète pas. Il faut en payer le prix et il sera à vous. Une lutte constante, un combat acharné pour faire sortir le succès d'un environnement inhospitalier est le prix de toutes les grandes réussites. Les conquérants de la fortune. Benjamin Franklin possédait cette ténacité à un degré merveilleux. Lorsqu'il s'est lancé dans l'imprimerie à Philadelphie, il transportait son matériel dans les rues avec une brouette. Il loue une pièce pour y installer son bureau, son atelier et sa chambre à coucher. Il a trouvé un rival redoutable dans la ville et l'a invité dans sa chambre. Montrant un morceau de pain avec lequel il venait de dîner, il lui dit « À moins que tu ne puisses vivre moins cher que moi,
tu ne peux pas me faire mourir de faim. Il prouvait ainsi la sagesse de l'adage d'Edmund Burke. Celui qui se bat avec nous renforce nos nerfs et aiguise notre habileté. Notre antagoniste est notre aide. George Peabody, un garçon pauvre et sans amis, fatigué, endolori et affamé, se rendit dans une taverne de Concorde, dans le New Hampshire, et demanda à être autorisé à scier du bois. Et demanda à pouvoir scier du bois pour se loger et déjeuner. Cependant, il travailla pour tout ce qu'il obtint, et surmonta la pauvreté de ses débuts. Enfant, Gideon Lee ne pouvait même pas porter de chaussures en hiver, mais allait travailler pieds nus dans la neige. Il s'était engagé à travailler 16 heures par jour. Il le respectait à la lettre, et lorsque des interruptions lui faisaient perdre du temps, il volait des heures de sommeil pour compenser. Il est devenu un riche commerçant new-yorkais, maire de New York et membre du Congrès. Courage commercial. Un jour, les affaires d'un certain Rousse furent compliquées par ses intérêts conflictuels dans plusieurs États, et il fut emprisonné. Pendant sa détention, il écrivit sur les murs de sa cellule « Aujourd'hui, j'ai 40 ans. À 50 ans, je vaudrai un demi-million et à 60 ans, 1 million de dollars. Il accumulera par la suite plus de 3 millions de dollars. La ruine qui frappe tant de commerçants, dit Whipple, n'est pas tant due à leur manque de talent pour les affaires qu'à leur manque de courage. Cyrus W. Field s'était retiré des affaires avec une grande fortune, lorsque l'idée lui vint qu'au moyen d'un câble posé au fond de l'océan Atlantique, une communication télégraphique pourrait être établie entre l'Europe et l'Amérique. Il se lance dans l'entreprise de toutes ses forces. Ce fut une lutte incroyablement difficile. Les forêts de Terre-Neuve, les groupes de pression du Congrès, le maniement malhabile des freins de son câble Agamemnon, une deuxième et une troisième rupture du câble en mer, l'arrêt du courant dans un câble bien posé, la rupture d'un câble supérieur dans le Grand Est. Tout cela n'a pas servi à frustrer la volonté de faire de Field, dont le triomphe final a été celui de l'énergie mentale dans l'application de la science. 4 journalistes de New York. Je n'ai pas besoin de mentionner Horace Greeley, le fondateur de la Tribune. Son histoire figure ou devrait figurer dans tous les manuels. James Brooks, autrefois rédacteur et propriétaire du Daily Express et plus tard éminent membre du Congrès, a commencé sa vie comme commis dans un magasin du Maine et à l'âge de 21 ans, il a reçu un baril de rhum de la Nouvelle-Angleterre. Il était si impatient d'aller à l'université qu'il partit pour Waterville avec sa botte sur le dos, et lorsqu'il obtint son diplôme, il était si pauvre et si courageux qu'il porta sa botte à la gare sur le chemin du retour. James Gordon Bennett avait 40 ans lorsqu'il rassembla tous ses biens, $300, et dans une cave avec une planche sur 2 tonneaux en guise de bureau, étant lui-même typographe, garçon de bureau, éditeur, livreur de journaux, commis, rédacteur, correcteur d'épreuves et diable d'imprimeur, il fonda le New York Herald. Il y est parvenu après de nombreuses tentatives et défaites en essayant de suivre la routine, au lieu de faire les choses à sa manière. Jamais le début de la carrière d'un homme n'a mieux illustré le dicton de Wendell Phillips. Qu'est-ce que la défaite? Rien d'autre que l'éducation, rien d'autre que les premiers pas vers quelque chose de meilleur. Thurlow Weed, journaliste pendant 57 ans, fort, sensible, froid, plein de tact et d'un physique magnifique, qui a tant contribué à façonner la politique publique dans l'état de l'Empire, raconte une histoire des plus romantiques de son enfance. Je ne saurais dire combien d'années j'ai été scolarisé à Catskill, probablement moins d'1 an, certainement pas 1 an et demi, et CE alors que je n'avais pas plus de 5 ou 6 ans. J'ai ressenti très tôt le besoin d'essayer de faire quelque chose pour gagner ma vie. Mon premier emploi a été la fabrication de sucre, une activité à laquelle j'ai pris goût. Je me souviens avec plaisir des jours et des nuits que je passais dans les buissons de sève. Le manque de chaussures, qui en raison de l'épaisseur de la neige n'était pas une mince privation, était le seul inconvénient à mon bonheur. Cependant, j'attachais des morceaux d'un vieux tapis de chiffon autour de mes pieds, et je me débrouillais assez bien en coupant du bois et en ramassant de la sève. Mais quand le printemps est arrivé, et que la terre nue est apparue par endroits, je me suis débarrassé du vieux tapis, et j'ai travaillé pieds nus. Les garçons qui font du sucre d'érable ont beaucoup de temps libre. Je consacrais ce temps à la lecture, quand je pouvais me procurer des livres. Mais les paysans de l'époque n'avaient que peu ou pas de livres, à l'exception de leur Bible. J'empruntais des livres chaque fois que je le pouvais. J'ai entendu dire qu'un voisin, à 3 miles de là, avait emprunté à un voisin encore plus éloigné, un livre d'un grand intérêt.
Je me mis en route, pieds nus, sur la neige, pour aller chercher le trésor. Il y avait des endroits où le sol était nu et où je m'arrêtais pour me réchauffer les pieds. Le livre était à la maison, et les bonnes gens ont consenti à me le prêter, à condition que je promette de ne pas le casser ni de le salir. En revenant avec le prix, j'étais trop heureux pour penser à la neige ou à mes pieds nus. Les bougies faisaient alors partie du luxe et non des nécessités de la vie. Si les garçons, au lieu de se coucher à la tombée de la nuit, voulaient lire, ils se procuraient des nœuds de pin, à la lumière desquels, en position horizontale, ils poursuivaient leurs études. C'est ainsi que, le corps dans le sucrier et la tête à l'air libre, où brûlait la graisse du pain, je lisais avec un vif intérêt le livre que j'avais emprunté, une histoire de la Révolution française. Weed travaille ensuite dans une fonderie de fer à Onondaga. Mon travail consistait, après une coulée, à tremper et à préparer moi-même les chiens de moulage. C'était un travail de jour et de nuit. Nous mangions du porc salé, du pain de seigle et du pain indien 3 fois par jour, et nous dormions sur de la paille dans des lits superposés. J'aimais l'excitation de la vie au four. Lorsqu'il est entré à l'Albany Argus pour apprendre le métier d'imprimeur, il travaillait de 5 heures du matin à 9 heures du soir. Des débuts les plus humbles. Plus on est confronté à des épreuves, à l'intérieur comme à l'extérieur, plus la vie a de sens et d'inspiration, dit Horace Bushnell. L'histoire de Weed et Greeley n'est pas rare en Amérique. Certains des hommes les plus éminents de la planète ont lutté contre la pauvreté dès leur plus jeune âge et en ont triomphé. L'astronome Kepler, dont le nom ne mourra jamais, était constamment inquiet. Et pour gagner sa vie, il prédisait l'avenir par l'astrologie, disant que l'astrologie, en tant que fille de l'astronomie, devait rester sa mère. Il devait accepter toutes sortes de services. Il faisait des almanachs et travaillait pour tous ceux qui voulaient bien le payer. Linné était si pauvre lorsqu'il reçut son éducation qu'il devait réparer ses chaussures avec du papier plié et qu'il devait souvent mendier ses repas auprès de ses amis. Pendant les 10 années de ses plus grandes découvertes, Isaac Newton pouvait à peine payer 2 shillings par semaine à la Royal Society, dont il était membre. Certains de ses amis voulaient le dispenser de ce paiement, mais il ne leur permettait pas d'agir. Humphrey Davy n'avait que peu de chances d'acquérir de grandes connaissances scientifiques, mais il était très courageux et a fait en sorte que même les vieilles casseroles, les pots et les bouteilles contribuent à son succès, alors qu'il expérimentait et étudiait dans le grenier de la boutique de l'apothicaire où il travaillait. George Stephenson était l'un des 8 enfants dont les parents étaient si pauvres qu'ils vivaient tous dans une seule pièce. George devait s'occuper des vaches d'un voisin, mais il trouvait le temps de fabriquer des moteurs en argile, en utilisant des bâtons de ciguë en guise de tuyaux. À 17 ans, il prend en charge une locomotive, avec son père comme pompier. Il ne sait ni lire ni écrire, mais la locomotive est son professeur et il est un élève fidèle. Pendant que les autres jouaient à des jeux ou se prélassaient dans les magasins d'alcool pendant les vacances, George démontait son moteur, le nettoyait, l'étudiait et faisait des expériences sur les moteurs. Lorsqu'il devint célèbre en tant que grand inventeur de moteurs améliorés, ceux qui avaient flâné et joué le traitèrent de chanceux. Ces hommes ont conquis leur position dans la vie grâce à leur persévérance et à leur volonté indomptable. Nous nous élevons par les choses qui sont sous nos pieds, par ceux que nous avons maîtrisés de bons ou de mauvais. Du talent en abondance. Parmi les compagnons de Sir Joshua Reynolds, alors qu'il étudiait son art à Rome, se trouvait un disciple nommé Astley. Ils partirent en excursion, avec d'autres, par une chaude journée, et tous, sauf Astley, enlevèrent leur manteau. Après quelques taquineries, ils le persuadèrent de faire de même, et il arbora sur le dos de son gilet une cascade mousseuse. La détresse l'avait forcé à réparer ses vêtements avec l'un de ses propres paysages. James Sharpies, le célèbre artiste forgeron anglais, était très pauvre, mais se levait souvent à 3 heures du matin pour copier des livres qu'il ne pouvait pas acheter. Il marchait 18 miles jusqu'à Manchester et revenait après une dure journée de travail pour acheter pour 1 shilling de matériel d'artiste. Il commandait les travaux les plus lourds à la forge parce qu'il fallait plus de temps pour les chauffer, et il avait ainsi de nombreuses minutes à consacrer à l'étude du précieux livre qu'il appuyait contre l'âtre. Il était très avare de son temps libre et l'utilisait comme s'il n'en voyait jamais d'autre. Pendant 5 ans, il a consacré 16 heures de loisirs à cette merveilleuse production, la forge, dont on peut voir des copies dans de nombreuses maisons.
Sa vie a réussi grâce à un objectif inébranlable et à une volonté de faire. « Ce garçon me battra un jour », disait un vieux peintre en regardant un petit garçon appelé Michelangelo faire des dessins du pot et des pinceaux, du chevalet et du tabouret, et d'autres objets de l'atelier. Le petit garçon aux pieds nus a persévéré jusqu'à ce qu'il surmonte toutes les difficultés et devienne le plus grand maître de l'art que le monde ait jamais connu. Bien que Michel-Ange soit devenu immortel en exerçant 3 métiers différents, et que sa renommée puisse reposer sur son dôme de Saint-Pierre en tant qu'architecte, sur son Moïse en tant que sculpteur ou sur son Jugement dernier en tant que peintre, sa correspondance, aujourd'hui conservée au British Museum, nous apprend que lorsqu'il travaillait à sa colossale statue en bronze du pape Jules II, il était si pauvre qu'il ne pouvait pas demander à son jeune frère de lui rendre visite à Bologne, parce qu'il n'avait qu'un seul lit, dans lequel lui et 3 de ses assistants dormaient ensemble. Cependant, l'étoile d'une volonté invincible s'est levée dans sa poitrine, sereine, résolue et tranquille, calme et sûre d'elle. Une énergie concentrée. Les luttes et les triomphes de ceux qui sont destinés à vaincre sont une histoire sans fin. Le cortège des travailleurs enthousiastes ne s'arrêtera pas non plus tant que le globe tournera sur son axe. On dira ce qu'on voudra du génie, spécialisé dans 100 professions. Mais il n'en reste pas moins qu'aucun génie n'a jamais servi sur la terre, s'il n'a pas été contraint, par la force de la volonté, de surmonter les obstacles qui se dressent devant tous ceux qui veulent s'élever au-dessus des circonstances dans lesquelles ils sont nés, ou devenir plus grands que leur vocation. Virgile n'était-il pas le fils d'un portier, Horace d'un épicier, Démosthène d'un coutelier, Milton d'un scribe, Shakespeare d'un agrafeur de laine et Cromwell d'un brasseur? L'herbe à chardon. Ben Jonson, lorsqu'il exerçait son métier de maçon, travaillait à Lincoln's Inn à Londres, la truelle à la main et un livre dans sa poche. Joseph Hunter était charpentier dans sa jeunesse, Robert Burns ouvrier, Keats droguiste, Thomas Carlyle et Hugh Miller maçon. Dante et Descartes étaient soldats. Le cardinal Wolsey, Defoe et Kirke White étaient des fils de bouchers. Faraday était le fils d'un aubergiste et son maître, Humphrey Davy, était apprenti chez un apothicaire. Kepler était serveur dans un hôtel allemand, Bunyan était dinandier, Copernic était le fils d'un boulanger polonais. Ils se sont élevés au-dessus de leur vocation comme Arkwright, qui s'est élevé au-dessus du simple métier de barbier. Bunyan, au-dessus de la chaudronnerie. Wilson, au-dessus de la cordonnerie. Lincoln, au-dessus de la coupe des rails. Et Grant au-dessus du tannage. En étant des barbiers, des dinandiers, des cordonniers, des coupeurs de rails et des tanneurs de premier ordre, ils ont acquis le pouvoir qui leur a permis de devenir de grands inventeurs, auteurs, hommes d'État et généraux. John Kay, l'inventeur de la navette aérienne, James Hargreaves, qui a introduit le filage, et Samuel Compton, qui a donné naissance au filage à la mule, étaient tous des artisans, sans éducation et pauvres. Mais ils étaient doués de facultés naturelles qui leur ont permis d'accomplir plus de mérites dans le monde que n'aurait pu le faire le simple pouvoir de l'érudition ou de la richesse. On ne peut dire d'aucun de ces grands noms que leur parcours individuel aurait été ce qu'il a été, s'il n'y avait eu une volonté superbe et inébranlable, comme la marée, pour les porter vers le haut et vers l'avenir. Que la fortune vide sur moi tout son carquois. J'ai une âme qui, comme un large bouclier, peut tout embrasser et avoir assez de place pour plus. Le destin n'était pas le mien, et je ne suis pas le destin. Les âmes ne connaissent pas de vainqueur, disait Dryden. Chapitre 6. Capacité d'endurance. N'abandonnez jamais. Il y a des opportunités et des changements, et dans l'espoir, 100 pour 1. Et à travers le chaos, la haute sagesse arrange toujours le succès, si seulement vous tenez bon. N'abandonnez jamais, car le plus sage est le plus audacieux, sachant que la Providence mélange la coupe, et de toutes les maximes, la meilleure comme la plus ancienne est la devise sévère. N'abandonnez jamais. Soyez ferme. Un élément constant de la chance est le courage authentique, solide, vieux comme les teutons, disait Holmes. Pour réussir dans la plupart des choses, il faut savoir combien de temps il faut pour réussir. Montesquieu. Le pouvoir de la persévérance est caractéristique de tous les hommes qui ont accompli quelque chose de grand. Ils peuvent être déficients à d'autres égards, avoir de nombreuses faiblesses ou excentricités, mais la qualité de la persévérance n'est jamais absente chez un homme qui réussit. Quelle que soit l'opposition qu'il rencontre ou le découragement qui l'envahit, les corvées ne peuvent lui déplaire.
Les obstacles ne peuvent le décourager, le labeur ne peut le fatiguer. Les malheurs, les chagrins et les revers ne peuvent lui nuire. Ce n'est pas tant la brillance de l'intelligence ou la fertilité des ressources que la persistance de l'effort et la constance de l'objectif qui font un grand homme. Ceux qui réussissent dans la vie sont les hommes et les femmes qui n'abandonnent pas, qui ne se prennent pas pour des génies, mais qui savent que s'ils parviennent à quelque chose, c'est au prix d'un travail déterminé et persévérant. Audubon, après avoir vécu des années dans la forêt, a vu 200 de ses inestimables dessins détruits par des souris. Une flamme émouvante, raconte-t-il, m'a traversé le cerveau comme une flèche enflammée, et pendant plusieurs semaines, j'ai été terrassé par la fièvre. Enfin, la force physique et morale se réveilla en moi. J'ai repris mon fusil, mon sac de chasse, mon portefeuille et mes crayons, et j'ai replongé dans les profondeurs des bois. Tout le monde connaît le malheur de Carlyle, alors qu'il écrivait son « Histoire de la Révolution française ». Alors que le premier volume était prêt à être imprimé, il prêta le manuscrit à un voisin, qui le laissa traîner sur le sol, et la servante le prit pour allumer le feu. Ce fut une amère déception, mais Carlyle n'était pas homme à abandonner. Après de nombreux mois passés à étudier des centaines de volumes d'autorité et des dizaines de manuscrits, il reproduisit celui qui avait brûlé en quelques minutes. Il faut poursuivre, et la lumière se lèvera. La moindre connaissance de l'histoire littéraire mettrait en lumière une multitude de héros de la pauvreté ou de l'infortune, d'hommes et de femmes perplexes et découragés, qui se sont pourtant réveillés pour faire un nouvel effort à chaque nouvel obstacle. Arago raconte avoir trouvé sous la couverture d'un manuel qu'il reliait un petit mot de d'Alembert à un étudiant. « Continuez, monsieur, continuez. Les difficultés que vous rencontrerez se résoudront d'elles-mêmes à mesure que vous avancerez. Avancez, et la lumière se lèvera, et éclairera de plus en plus clairement votre chemin. » Cette maxime, dit Arago, a été mon plus grand maître en mathématiques. Si Balzac s'était facilement découragé, il aurait hésité devant la mise en garde de son père. « Sais-tu qu'en littérature un homme doit être ou roi ou mendiant ?»« Très bien, répondit-il, je serai roi. » Hesse's parents l'abandonnent à son sort dans une mansarde. Pendant 10 ans, il a mené de terribles combats contre la misère et la pauvreté, mais il a fini par remporter une grande victoire. Il l'a remportée après avoir produit 40 romans sans succès. La première jeunesse de Zola a été marquée par une lutte acharnée contre la pauvreté et les privations. Jusqu'à l'âge de 20 ans, il fut un enfant gâté, mais à la mort de son père, sa mère et lui entamèrent la bataille de la vie à Paris. De cette période sombre, Zola dit lui-même « J'ai souvent souffert de la faim pendant si longtemps qu'il me semblait que j'allais mourir. D'un bout à l'autre du mois, je ne goûtais guère à la viande, et pendant 2 jours je me nourrissais de 3 pommes. Le feu, même pendant les nuits les plus froides, était un luxe inimaginable, et j'étais l'homme le plus heureux de Paris lorsque je pouvais obtenir une bougie, à la lumière de laquelle je pouvais étudier la nuit. » À Oxford, on pouvait voir les pieds nus de Samuel Johnson à travers les trous de ses chaussures, et pourtant, il jetait par la fenêtre la nouvelle paire que quelqu'un lui laissait à la porte. Pendant un certain temps, il vécut à Londres avec 9 pence par jour. Pendant 13 ans, il a dû lutter contre le besoin. John Locke a déjà vécu au pain et à l'eau dans une mansarde hollandaise, et Heine a dormi de nombreuses nuits sur le sol d'une grange, avec un simple livre en guise d'oreiller. C'est à la pauvreté, épine dans le pied de Harriet Martineau, que nous devons ces écrits. Il n'y a pas de page plus intéressante dans la biographie que celle qui raconte comment Emerson, lorsqu'il était enfant, ne pouvait pas lire le 2e volume d'un certain livre, parce que sa mère veuve ne pouvait pas payer la somme, 500, nécessaire pour l'obtenir de la bibliothèque en circulation. « Pauvre garçon !» dit Emerson en regardant son fils délicatement élevé. « Combien il perd en n'ayant pas à passer par les dures expériences que j'ai eues dans ma jeunesse. » C'est par la nécessité de gagner de l'argent qu'Emerson connut son premier grand succès dans la vie en tant qu'enseignant. Je ne connais pas d'insigne ni de bannière aussi incontestable d'un esprit souverain que cette ténacité d'un but qui, à travers tous les changements de compagnons, de parti ou de fortune, ne change jamais, ne cède jamais un pouce de cœur ou d'espoir, mais épuise l'opposition et atteint son port. Il ne peut jamais triompher. Louisa Alcott a gagné 200 000 $ avec sa plume. Pourtant, alors qu'elle commençait à rêver de son pouvoir, son père lui remit un jour un manuscrit qui avait été rejeté par M. Fields, rédacteur en chef de l'Atlantique, avec le message suivant. «
Dites à Louisa d'aller enseigner. Elle ne pourra jamais réussir en tant qu'écrivain. Dites-lui que je réussirai en tant qu'écrivain et que j'écrirai un jour pour l'Atlantique. » Peu après, il écrivit pour l'Atlantique un poème que Longfellow attribua à Emerson. Il arrive un moment où il écrit dans son journal « Il y a 20 ans, j'ai décidé d'assurer l'indépendance de la famille si je le pouvais. À 40 ans, c'est chose faite. Toutes les dettes ont été payées, même celles qui étaient illégales, et nous avons de quoi être à l'aise. Cela m'a coûté la santé peut-être. Je piétine les impossibilités. » C'est ce que dit Lord Chatham. « Pourquoi, demandait Mirabeau, devrions-nous nous appeler des hommes, si ce n'est pour réussir en tout et partout? Il est très bien, disait Charles J. Fox, de me dire qu'un jeune homme s'est distingué par un brillant premier discours. Il peut rester satisfait de son premier triomphe, mais montrez-moi un jeune homme qui n'a pas réussi d'abord et qui a continué ensuite, et je soutiendrai cet homme pour qu'il fasse mieux que ceux qui ont réussi dans la première épreuve. » Cobden s'effondra complètement la première fois qu'il monta sur une tribune à Manchester, et le président s'excusa pour lui. Mais il ne cessa de parler jusqu'à ce que tous les pauvres d'Angleterre aient une miche de pain plus grande, meilleure et moins chère. Le jeune d'Israéli est issu d'une race haïe et persécutée. Il s'est frayé un chemin à travers les classes moyennes et supérieures, jusqu'à ce qu'il se place au sommet du pouvoir politique et social. Au début, on se moquait de lui. On le ridiculisait, on l'évitait, on le sifflait depuis la Chambre des communes. Il disait simplement « Le temps viendra où vous m'écouterez ». Ce temps vint, et pendant un quart de siècle, il brandit le sceptre de l'Angleterre. Combien énorme était l'incalculable force de réserve de Lincoln, jeune homme, ou du président Garfield, bûcheron, sonneur de cloche et balayeur général à l'université. La persévérance. On parle beaucoup du génie, du talent, de la chance, du hasard, de l'intelligence et des bonnes manières comme des facteurs importants de réussite. La chance et le hasard mis à part, tous ces éléments sont des facteurs importants. Cependant, la possession de l'un d'entre eux ou de tous, sans un but précis, un objectif précis, ne garantit pas le succès. Les hommes dérivent dans les affaires, ils dérivent dans la société, ils dérivent en politique. Ils dérivent aussi dans ce qu'ils imaginent tendrement et vainement être la religion. Si les vents et les marées sont favorables, tout va bien. Sinon, tout va mal. Stalker dit « La plupart des hommes dérivent simplement dans la vie, et le travail qu'ils font est déterminé par une centaine de circonstances différentes. Ils pourraient tout aussi bien faire autre chose, ou ils préféreraient ne rien faire du tout. » Cependant, quels que soient les défauts des géants de la course, tous les hommes qui ont réussi de façon remarquable avaient une caractéristique commune, la ténacité et la persévérance dans l'effort. Quel que soit le degré d'intelligence d'un jeune homme, qu'il soit le premier de sa classe à l'université ou qu'il surpasse tous les autres garçons de sa communauté, il ne réussira jamais s'il ne possède pas cette qualité essentielle qu'est la persévérance résolue. De nombreux hommes qui auraient pu être de brillants musiciens, artistes, enseignants, avocats, médecins ou chirurgiens, malgré les prédictions contraires, n'ont pas réussi parce qu'ils n'avaient pas cette qualité. La persévérance est un pouvoir qui suscite la confiance des autres. Tout le monde croit en l'homme déterminé. Lorsqu'il entreprend quelque chose, son combat est à moitié gagné, car non seulement lui-même, mais aussi tous ceux qui le connaissent, croient qu'il atteindra ce qu'il entreprend. Les gens savent qu'il est inutile de s'opposer à un homme qui se sert de ses pierres d'achoppement comme de tremplin, qui ne craint pas la défaite, qui, malgré les calomnies et les critiques, ne se dérobe jamais à sa tâche, qui ne fuit jamais ses responsabilités, qui garde toujours sa boussole pointée vers l'étoile polaire de son but, quelles que soient les tempêtes qui se déchaînent autour de lui. L'homme persévérant ne s'arrête jamais pour se demander s'il réussit ou non. Tout, ce qu'il se demande, c'est comment continuer, comment aller un peu plus loin, un peu plus près de son but. Qu'il s'agisse de franchir des montagnes, des rivières ou des marécages, il doit l'atteindre. Toute autre considération est sacrifiée à ce but dominant. La réussite d'un jeune homme terne ou médiocre et l'échec d'un jeune homme brillant est une surprise constante dans l'histoire américaine. Mais si l'on analyse attentivement les différents CA, on s'aperçoit que l'explication réside dans la persévérance du garçon apparemment terne, dans sa capacité à rester ferme comme un roc en toutes circonstances et à ne permettre à personne de le détourner de son but. Trois choses sont nécessaires, a dit Charles Sumner. Premièrement, une colonne vertébrale. Deuxièmement, une colonne vertébrale.
Troisièmement, une colonne vertébrale. Une bonne opportunité seule n'est rien. L'éducation n'est rien sans une détermination forte et vigoureuse et sans l'endurance nécessaire pour accomplir quelque chose dans le monde. Un début encourageant n'est rien sans fermeté. Un homme qui ne tient pas debout, qui oscille d'un côté puis de l'autre, qui n'a pas d'opinion propre et qui n'a pas le courage de penser ce qu'il pense, n'est pas d'une grande utilité dans ce monde. Ce qui gouverne le monde, ce sont les tripes, la persévérance, l'endurance morale et le courage. Lors du procès des 7 évêques de l'Église d'Angleterre, qui avaient refusé d'aider le roi à renverser la foi protestante, il fallait surveiller les officiers aux portes, de peur qu'ils n'envoient de la nourriture à l'un des membres du jury et ne l'aident à obtenir l'assentiment des autres. On ne pouvait envoyer aux jurés que de l'eau pour se laver, et ils avaient tellement soif qu'ils la buvaient. Au début, 9 jurés se prononcent pour l'acquittement et 3 pour la condamnation. 2 de la minorité cèdent bientôt. Le troisième, Arnold, s'obstine. Il refuse de plaider. Austin lui dit « Regardez-moi, je suis le plus grand et le plus fort des 12, et avant que je ne trouve une requête telle que ce libelle, je resterai ici jusqu'à ce que je ne sois pas plus gros qu'une pipe à tabac. » Arnold se rendit à 6 heures du matin. Le succès contre toute attente. Oui, à cette pensée je m'accroche avec une ferme persistance. Le dernier résultat de la sagesse la confirme. Celui qui gagne sa liberté et son existence, celui qui les conquiert chaque jour à nouveau. Goethe. Il est intéressant d'observer comment certains esprits semblent presque se créer eux-mêmes, dit Irving, en surgissant de n'importe quel désavantage et en se frayant un chemin solitaire, mais irrésistible, à travers 1000 obstacles. Les circonstances contraires créent la force. L'opposition nous donne une plus grande force d'endurance. En surmontant un obstacle, nous sommes plus à même de surmonter le suivant. L'histoire regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui se sont sortis de l'infortune, de la pauvreté et du malheur, grâce à la ferme résolution d'une volonté de faire. Le succès ne se mesure pas à ce qu'un homme accomplit, mais à l'opposition qu'il a rencontrée et au courage avec lequel il a poursuivi la lutte contre des obstacles écrasants. Ce n'est pas la distance que nous avons parcourue, mais les obstacles que nous avons surmontés, les handicaps dans lesquels nous avons couru la course, qui décideront des prix. C'est la défaite, dit Henry Ward Beecher, qui transforme les os en silex et les os en muscles, qui rend les hommes invincibles et qui forme ces natures héroïques qui sont aujourd'hui en pleine ascension dans le monde. Ne craignez donc pas la défaite. On n'est jamais aussi près de la victoire que lorsqu'on est vaincu pour une bonne cause. Le gouverneur Seymour de New York, homme d'une grande force de caractère, a dit en faisant le bilan de sa vie « Si je devais effacer 20 actes, quels seraient-ils ? S'agirait-il de mes erreurs dans les affaires, de mes folies, car je suppose que nous commettons tous des folies de temps en temps, ou de mes griefs ? Non, car après tout, ce sont les choses mêmes dont j'ai bénéficié. J'en suis donc venu à la conclusion que je devais effacer, au lieu de mes erreurs, mes triomphes. Je ne pouvais pas me permettre d'écarter le tonique de la mortification, le raffinement de la douleur. J'avais besoin de tout cela. Chaque condition, quelle qu'elle soit, dit Channing, comporte des difficultés, des dangers, des douleurs. Nous essayons d'y échapper. Nous aspirons à un terrain abrité, à une route tranquille, à des amis encourageants et à un succès ininterrompu. Mais la Providence ordonne des tempêtes, des désastres, des hostilités, des souffrances. Et la grande question de savoir si nous vivrons, si nous deviendrons forts d'esprit et de cœur, ou si nous serons faibles et pitoyables, ne dépend pas tant de quoi que ce soit, que de l'usage que nous ferons des circonstances adverses. Les maux extérieurs sont destinés à éduquer nos passions et à éveiller nos facultés et nos vertus à une action plus intense. Parfois, ils semblent créer de nouveaux pouvoirs. La difficulté est l'élément et l'endurance le véritable travail de l'homme. La culture de soi ne progresse jamais aussi rapidement que lorsque des circonstances embarrassantes, l'opposition des hommes ou des éléments, les changements inattendus de l'époque ou d'autres formes de souffrance, nous mettent dans l'embarras. Au lieu de nous décourager, elles nous jettent sur nos ressources intérieures, nous font recourir à la force de Dieu, nous font comprendre le grand but de la vie et nous inspirent une résolution sereine. Aucune grandeur ou bonté ne vaut grand-chose si elle n'est pas mise à l'épreuve dans ces feux. Benjamin Disraeli. Il vaut mieux retenir de tout son cœur et de toutes ses mains le flot mugissant de la vie que de rester, inconscient, sur son rivage fleuri, des occasions de dérive de Dieu. Il vaut mieux supporter les nerfs à vif,
les aiguilles de cet air piquant, que de se résigner dans le giron de l'aisance sensuelle. Le pouvoir divin de faire, le but divin de savoir. Whittier. Chapitre 7. Le degré de haut. Lorsque Moody visita l'Irlande pour la première fois, un ami le présenta à un marchand irlandais qui lui demanda immédiatement « Est-il un OO ?» Out et out, c'est ce que signifiait OO. Out and out. De Dieu, c'est ce que voulait dire ce marchand. En effet, il n'est qu'un homme de bois et un pauvre bâton, qui est résolu dans tout le reste, mais qui ne sait jamais où il en est dans toutes les relations morales, n'étant religieusement nulle part. Les premiers livres de l'Épître aux Hébreux ont beaucoup à dire sur la vallée de la décision et sur le développement du caractère moral à l'extérieur et à l'extérieur. Manquant cruellement d'une volonté bien équilibrée, l'homme qui se tient aux côtés du mal moral personnifié, à sa disposition, le sert volontiers comme un instrument et un serviteur. Moralement créé à l'image de Dieu, qu'y a-t-il de plus saint, de plus salutaire et de plus approprié pour un homme que de se lever promptement, résolument, pour faire de la volonté divine sa propre volonté dans toute action morale, pour la prendre comme guide suprême à suivre. C'est la gloire de la volonté humaine de coïncider avec la volonté divine. Ce faisant, la volonté de faire de l'homme, au lieu d'être une puissance égoïste malfaisante, sera utile pour élever l'humanité. Dieu a parlé ou n'a pas parlé. S'il a parlé, les sages l'entendront. Nous cherchons la vérité dans le monde. Nous tirons le bon, le pur, le beau, de la pierre sculptée et du parchemin écrit, de tous les champs fleuris de l'âme, et chercheurs fatigués du meilleur, nous revenons chargés de notre recherche, pour trouver que tous les sages ont dit « C'est dans le livre que notre mère a lu ». Whittier. Ô terre qui fleurit et oiseaux qui chantent, ô étoile qui brille quand tout est sombre. En caractères et en symboles, vous apportez la vie divine, et vous nous demandez d'écouter, afin que nous puissions saisir le chant sublime et nous élever, percer les limites du temps. C'est ainsi que nous atteindrons le but divin, notre immortalité. Carol Norton.